Allô? Allô? Salut Gaët. Ouais, je peux pas trop te parler là, je suis au volant en fait. Ok bon, juste on t'attend, c'est soirée barbecue Corona chez Louisette, on est en terrasse, il y a plus trop de chaises donc magne-toi. Ok, je vais voir ce que je peux faire, mais je suis assez loin. T'allumes la radio, tu te mets un bon petit son, tu fais chauffer la fuego, on t'attend rapidement, faut vraiment qu'on débriefe Fast and Furious là. Ok, j'appuie sur la nitro, je suis là dans 10 minutes. A tout de suite mon pote. Et merde, faut que je me bouge le cul. Hop là, petit virage à droite. Dégage-toi! Braquage à gauche. Ça, c'est l'école O'Connor. Et regarde qui voilà, Steven, en un temps record, je suis allé chez Louisette. Là, on voit que tu t'es fait tous les Fast and Furious avant de venir. Eh oui, et elle est où Louisette d'ailleurs? Elle est au barbecue, à l'arrivée. Ah, ok, c'est elle qui gère le barbecue. C'est elle qui gère les merguez, ouais. Et n'empêche, t'as vu, et record de vitesse, mon pote. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais Fred, je sais pas si t'as vu, mais il y a Fast and Furious 9 qui est sorti. Vous l'avez vu ou pas, les gars? Oui. Oui, on l'a vu, avec d'autres Fast and Furious. C'est marrant, j'avais l'impression d'avoir vu 1000 fois ce film-là déjà. Moi, je suis un gros fan de la franchise. Oui, on sait, c'est pour ça qu'on fait cette émission et qu'on en a regardé plein d'ailleurs. D'ailleurs, moi, je suis pas un gros fan de la franchise, j'en ai vu quelques-uns et j'ai du mal à piger quand même l'histoire globale. Moi, quand je m'étais arrêté, c'était quand même des mecs qui faisaient des courses de voiture et puis là, ils sauvent le monde. Alors moi aussi j'ai beaucoup de mal, alors surtout que j'en ai vu quelques-uns, mais 4 en 2 jours là. Et un peu dans le désordre. Ça fait beaucoup. Ah, ça fait beaucoup, je mélange tout, ils sont dans le désordre, j'aimerais bien un petit récap effectivement. Ouais, parce que c'est déjà les gars, franchement, si c'est à moi de récapituler, c'est quand même pas évident ce truc là parce que on va voir que c'est vrai, mais ça part un peu dans tous les sens. Donc à la base, Fast and Furious, c'est très simple, c'est en fait un espèce de thriller urbain où on a un agent du FBI qui est joué par Paul Walker à la base, le personnage de Brian O'Connor, qui a pour mission en fait d'infiltrer le gang de Dominic Toretto, qui est un gang qui organise en fait des rodéos urbains, des courses de voitures illégales et qui est aussi un gang de braqueurs en fait. Ça sort quand ça? Ça sort en 2001 et c'est réalisé par un réal de série B, on va dire globalement, qui s'appelle Rob Cohen. Et c'est Point Break chez les tuning quoi. Ouais, c'est ça exactement. Et il faut savoir qu'à l'époque, Paul Walker, il avait été choisi pour sa ressemblance avec Steve McQueen. Donc déjà, ils avaient cette idée du thriller urbain. De loin, non? Oui, c'est vite fait. Ouais, il fallait qu'il soit blond, qu'il ait les cheveux un peu longs, beau gosse, voilà. Et donc voilà, ça c'est le speech de base. Et en fait, va se créer une relation d'amitié entre Vin Diesel, donc le personnage de Dominic Toretto, et Brian O'Connor, donc qui est joué par Paul Walker. Et à la fin du premier, en fait, ce qui se passe, c'est que Brian O'Connor va trahir le FBI, enfin va pas remplir sa mission pour le FBI et il va permettre à Dominic Toretto de s'enfuir. Donc, va suivre quelques épisodes où Dominic Toretto va complètement disparaître de l'intrigue. On n'aura plus Vin Diesel. Ouais, donc dans le 2, il n'y est pas du tout. Non, dans le 2, en fait, c'est une intrigue qui se passe à Miami. En fait, Brian O'Connor est retrouvé par le FBI et ils lui disent bon, maintenant que tu as fait n'importe quoi, soit tu fais une mission pour nous, ou soit tu vas en prison concrètement. Et c'est dans le 2 que va apparaître le personnage de Roman Pierce, du coup, qui est joué par Tyrese Gibson, qui est un peu le comique de service. Je sais pas comment on les appelle, ces personnages fonction là. Le comic relief. Le comic relief, voilà. Donc, il était déjà un gros comique dans le 2. Un petit peu, mais quand même, tu sentais qu'il reprenait un peu le truc de Vin Diesel. Ouais, il était quand même plus gros bras dans le 2, tu vois. Ouais, mais c'était quand même le gros bras rigolo, parce que c'est celui qui fait un peu le faire-valoir de Paul Walker dans le film, très clairement. Et c'est dans le 2 qu'on voit pour la première fois Ludacris, du coup, le personnage de Ludacris, qui n'a absolument rien à voir avec le Ludacris des derniers épisodes, parce que c'est juste un gars qui organise des rodéos urbains, là. Et dans les suivants... c'est le garagiste du coin. Ouais, c'est ça. Et ça devient le mécano qui sait conduire des tanks. Dans le 2, dans mes souvenirs, il est même plus ou moins là en caméo, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Comme Ja Rule. D'ailleurs, c'est souvent des rappeurs qui font des caméos là-dedans. Dans le premier, c'était Ja Rule. Dans le 2, on a Ludacris.
Donc voilà, il y a l'intrigue du 2. Et le truc qui se passe, c'est qu'en fait, ils lancent le 3, sauf qu'ils ont des gros problèmes d'écriture. Et apparemment, Paul Walker... Ouais, déjà, c'est rigolo. Ils s'en sont rendus compte qu'au 3. Ouais. Et le 2 qui est réalisé par, pardon, j'ai oublié, mais John Singleton. Donc le gars qui a réalisé Boys in the Hood. Donc qui est spécialisé un peu sur ces films ghetto et vie dans le ghetto américain, Los Angeles, tout ça. Et pour le 3, du coup, gros problème de scénario. Paul Walker qui va disparaître de l'intrigue. Apparemment, c'est pas tout le monde fait. Disparaît. Dans le 3, ils sont à Tokyo, donc c'est ça. Ouais, du coup, à Tokyo, il n'y a plus personne. Et on va suivre le personnage de Sean. Donc là, une intrigue assez classique. Il fait une connerie aux États-Unis. Avec des bagnoles et du coup il est obligé d'aller à Tokyo pour éviter la prison et là il va y avoir toute une intrigue autour de la culture du drift donc qui est cette culture du dérapage dans les parkings là. Cette phrase, il y a toute une intrigue autour de la culture du drift. Mais j'y peux rien les gars, c'est Fast and Furious. Je crois que ça a été classé au patrimoine immatériel de l'humanité. Oui, le drift, du drift. Oui. Et donc, faut savoir que les 2 premiers films ont très bien marché parce que c'est des films à moyen budget, on va dire, et qui ont fait 250 millions de dollars quelque part, quelque chose comme ça, pardon. Et en fait, dans le 3, comme on s'est séparé des personnages principaux, que du coup les intrigues sont plus tout à fait les mêmes, etc., ça s'est un peu viandé au box-office. Le 3 n'a pas marché ? Non, le 3, il n'a pas marché en fait. Et ça a rapporté à peine 150 millions de dollars, donc hyper décevant pour eux. Et à la fin du 3, on a ce caméo de Vin Diesel. Du coup, on a l'impression que Dominic Toretto est de retour dans le game. Mais en fait, il faut savoir qu'à l'époque, s'il fait ce caméo-là dans Tokyo Drift, Vin Diesel, c'est juste parce qu'en fait, il négocie en contrepartie la récupération des droits de la franchise Riddick. Voilà, il voulait récupérer en tant que producteur les chroniques de Riddick et il a négocié ça contre son caméo. Et meilleur plan quand même de financier quoi. Bah ouais. Parce que le gars il fait vraiment rien dans non, tu le vois juste au volant d'une voiture pendant à peu près 3 secondes et puis Tu l'as vu le 3 ? Je me rappelle de ce truc. Ouais, le 3 je l'avais vu. Moi j'avais vu les 3 premiers. Le 4 j'ai dû le voir aussi mais j'en ai pas trop de souvenirs. Et du coup justement donc le 3 c'est réalisé par Justin Lin et on va voir que c'est le réal de la franchise en fait tel qu'on la connaît aujourd'hui. Du coup il a commencé avec Tokyo Drift et comme Vin Diesel apparaît dans le 3 et surtout que les chroniques de Riddick et que les autres films dans lesquels il essaye de jouer ne fonctionnent pas du tout, eh bien ils vont remettre Vin Diesel au centre des intrigues, ils font revenir le personnage de Dominic Toretto. Le rôle de sa vie après. C'est ça en fait. L'homme d'une œuvre. Ouais, c'est clair. Ils vont faire revenir Paul Walker et le personnage de Brian O'Connor et ils relancent une intrigue autour de ces 2 personnages à partir du 4 qui va toujours être réalisé par Justin Lin. Et il va y avoir un espèce de changement de genre parce que jusque-là on est sur des films un peu ghetto avec quelques courses de voitures. Et à partir du 4, on commence à sentir qu'ils veulent se diriger vers le film d'action et vers le film d'action pur, on va dire, tu vois, avec des grosses scènes de bagnole qui sont plus what the fuck que dans les autres, avec Vin Diesel qui va plus que jamais. Il y a quand même déjà dans les premiers quelques trucs un peu what the fuck. Je me rappelle à la fin du 2, il saute en voiture sur un bateau. Ouais. Voilà, c'est les prémices de ce que va être Fast and Furious quoi. Enfin par rapport au 9 qu'on a vu quand même c'est vraiment petit joueur. Mais tu vois entre le 2 et le 9 voilà, comme il faut toujours aller plus loin. Il y a une avancée technologique sur le truc. Et du coup, on va avoir un film qui va se brancher niveau action à mort. Fast and Furious 4 sort. Fast and Furious 4 est un carton. Du coup, Fast and Furious 5, il décide de faire un vrai gros film d'action cette fois-ci. Et pour assumer cette orientation action, ils vont faire venir The Rock, donc Dwayne Johnson, dans la franchise. Et c'est à partir de là où on va avoir les grosses bagarres, les vraies grosses courses-poursuites de bagnoles qui défoncent tout. Et à partir du 5, on a vraiment ce changement de genre. Mais moi, tu vois, du coup, je me suis arrêté au 5. Dans le 5, on a la famille qui est établie. Ils vont rechercher même Roman Pierce de l'épisode 2, etc. Ça reste des braqueurs, les gars, qui sont hyper doués en voiture. Et ils vont quand même chercher quelques compétences sur les armes, etc. Mais c'est pas encore des super-héros, comme on a pu voir. Enfin, c'est pas vraiment des super-héros, mais bon, quand même, il y a un... Non, ça reste des conducteurs, des bons conducteurs de voitures qui, grâce à leurs compétences techniques de driver, quoi, arrivent à faire des trucs. Il y a un truc un peu Baby Driver, Ocean Eleven, quoi. Mais c'est le truc, Fred me disait ça, c'est qu'en fait, le 5, finalement, c'est un espèce, c'est ça, d'Ocean's Eleven, film de braquage, mais à la Fast and Furious, quoi, tu vois. On essaye de monter l'équipe, on voit bien que toute une partie de l'intrigue, d'ailleurs, c'est monter l'équipe, organiser le casse. Bon, d'ailleurs, cette organisation qui pue du cui, à la fin, c'est... Mais moi, dans le 5, j'ai trouvé que c'était assez cool, en fait, d'avoir drôle. Ce truc à la... Parce que Ocean Eleven, tout ça, moi, c'est un truc qui marche sur moi. J'aime bien voir établir le plan, etc. J'adore ça. Et j'ai adoré ce qu'ils ont fait dans le 5.
de monter le plan et puis à la fin dire il marche pas notre plan, on va tout défoncer. Ça, j'ai trouvé ça hyper cool quoi. Alors d'un point de vue strictement personnel, la scène de fin du 5, donc ce climax avec ce braquage de coffre qui va être qui vont faire qui vont tracter dans toutes les rues de Rio. Et c'est proprement la meilleure scène d'action Fast and Furious, je pense, de la franchise. Pour moi, en tout cas. Mais c'est vrai qu'elle marche très bien. Et puis il y a tout cet aspect Fast and Furious, c'est-à-dire du point de vue de la physique, c'est n'importe quoi. Mais esthétiquement, ça marche. Ça passe. Donc tu décroches pas du truc. Bien sûr que c'est totalement impossible tous les trucs qu'ils font. Mais ça passe quoi. Ça passe bien. Moi le 5 c'est celui que j'ai préféré, c'est celui dont j'ai le souvenir le plus clair, et j'ai aimé les scènes d'action, j'ai aimé le genre, j'ai vraiment beaucoup, j'ai pas beaucoup aimé, mais franchement c'est mon préféré de loin. Ça passe bien. Et puis ça apporte ce truc un peu différent des films, c'est un film d'action avec des codes qu'on a pu voir, qu'on connaît, mais avec un aspect un peu Disneyland. Ou fast-food du cinéma qui était appréciable quoi. Et surtout ce qui se passe avec le 5, c'est que le 4 en gros ça fait 350 millions de dollars de recettes, donc tu vois c'est un bon score mais c'est pas exceptionnel. Avec le 5 ce qui se passe c'est qu'on arrive à 650 millions de dollars de recettes et du coup là c'est un gros carton, et du coup ils se disent ok, maintenant on fait le gros film d'action et on va aller dans la surenchère permanente parce que c'est ça que les gens veulent. Donc Justin Lin, toujours sur le 4, sur le 5, qui va réaliser le 6. Et le 6 qui commence déjà à être une espèce d'excroissance du 5 en termes de scènes d'action. Donc là c'est une équipe de braqueurs, donc l'équipe de Dominic Toretto, qui va faire face à une autre équipe de braqueurs qui est jouée par un des frères le frère de Jason Statham dans la... C'est les frères Shaw. Ouais, c'est ça, les frères Shaw dans la franchise. En fait c'est le frère de Jason Statham qui est arrivé avant. Jason Statham. C'est ça exactement. Luke Evans, je crois il s'appelle l'acteur. Alors sauf si je me plante. Je sais pas, je sais plus trop. Je pense qu'on s'en fout. Les spécialistes après. Et encore une fois, Fast and Furious 6, énorme carton, tu vois, 750 millions de dollars de recettes, etc. Donc énorme carton. Et il est bien. Fast and Furious 6, il est bien, mais déjà on sent qu'ils commencent à être confrontés à une limite dans le sens où ils font comme le 5, mais en plus. Et en fait, le problème, c'est qu'on commence à tomber dans la parodie du 5. En fait, on va voir que c'est un truc chez Fast and Furious et on sait jamais si c'est trop assumé ou quoi, mais c'est l'œuvre autodérision par excellence. Et bon, le 6 se termine, 750 millions de dollars de recettes, donc il lance le 7. Justin Lin décide de quitter la franchise. Je pense qu'il commence à tourner en rond, le bonhomme, tu vois, dans ce qu'il fait. Et ils appellent James Wan pour réaliser le 7, qui est le réalisateur de Saw, des Conjuring, des Insidious. Donc là, tu commences à dire pourquoi ils vont chercher. C'est choix chelou. Pourquoi ils vont chercher un réal comme ça pour réaliser le 7. Bon, bref. Bon, tout le monde sait que dans le 7, pendant le tournage, il y a la mort de Paul Walker. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il décède. Et Paul Walker qui participe quand même grandement au succès de Fast and Furious à mon sens, parce que autant pour le personnage dans la fiction que pour l'acteur qui avait une énorme sympathie par son engagement humanitaire, notamment à Haïti, etc. Il faisait partie des premiers à être parti avec sa toile de tente pour aller aider, etc. Donc je pense qu'il y avait cet aspect, genre c'est un film un peu putassier, mais c'est fait avec une sorte de bon cœur, et je pense que Paul Walker il incarnait vraiment ça, exactement, beaucoup plus que Vin Diesel. Et bien surtout c'était un espèce de contrepoids au personnage de Vin Diesel, Paul Walker. Et je pense que la franchise a perdu quelque part de son équilibre par la perte de Paul Walker en fait. Avec Vin Diesel qui commence à prendre une place beaucoup trop proéminente et qui commence à écraser. Parce que maintenant c'est la franchise de Vin Diesel, alors que c'était quand même la franchise de Paul Walker. À la base, le héros de Fast and Furious. Décalage comme ça qui s'est fait progressivement là-dessus. C'est vrai que j'ai vu une interview des acteurs qui disaient qu'ils avaient toujours l'impression d'être dans un film de Paul Walker. C'était lui le patron sur le... mais c'est pas étonnant, hein. C'est pas étonnant. Et du coup Fast and Furious 7 sort, Paul Walker est mort, et bien là ça va être un succès absolument phénoménal pour Fast and Furious 7, alors même que honnêtement c'est pas, moi je trouve que c'est pas un bon film par rapport au Fast and Furious précédent, mais carton mondial, 1,5 milliard de recettes. Et là, Paul Walker est dans le film quand même. Paul Walker est central dans le film. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé son frangin. Et pareil, ils ont fait de l'image de synthèse, de l'incursion d'image de synthèse sur les têtes du frangin. Des deux frangins, je crois. Des deux frangins, pour l'avoir en version numérique dans les scènes manquantes. Et ils ont notamment fait toute une scène de fin qu'ils ont retournée après sa mort. Pour rendre hommage à Paul Walker, quoi. C'est un espèce d'adieu entre Vin Diesel et Paul Walker, qui est les voitures qui se séparent sur la route, qui est une très jolie scène, mais avec un Paul Walker totalement numérique, quoi.
Et ils l'ont pas fait mourir quoi, dans la franchise. Ça, c'est quand même étonnant. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que, en un certain sens, tu vois, du point de vue moral, ils sont niqués parce que. Si tu le fais mourir dans le film, il y a un côté malsain, de genre il est mort dans la vraie vie, il meurt dans le film. Oui, mais c'est ce qu'ils ont fait dans Star Wars, quoi. Oui, mais je te dis, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne solution quand t'es confronté à ça. Ouais, peut-être, mais genre il est dire qu'il est parti et puis nous faire comme ils font là, genre il est pas là, il garde les enfants. Ouais, alors là, dans le 9, c'est fou. C'est un peu ridicule. Mais d'un autre côté, le faire mourir dans Fast and Furious, il faudrait le faire mourir en voiture. Dans la vraie vie, Paul Walker est mort comme ça, c'est craignos. Mais en fait, je pense que c'est plus ça qui est craignos, effectivement. Ouais. Parce que comment on le fait mourir dans le truc, il faudrait le faire mourir en voiture. Et là, c'est moralement, là, c'est pas terrible. Ça, je suis d'accord. Que le personnage ait disparu, qu'il meurt, après ils auraient pu il aurait pu mourir avec des balles, des trucs comme ça, mais. C'est le personnage de Brian O'Connor et je pense qu'il faudrait qu'il... Ouais, je sais pas. Bon, ils ont fait ce choix en tout cas. Ouais. Mais je te dis, moi, ce choix-là, j'ai du mal à le critiquer parce que je vois pas comment faire... Non, mais faut pas oublier que Fast and Furious, on peut aimer, ne pas aimer, mais en tout cas, c'est une saga qui est purement mercantile et je pense qu'ils se gardent en réserve parce qu'ils ont vu la possibilité de faire des images crédibles avec Paul Walker, ils se sont dit... Peut-être qu'on va le ramener et on va voir que c'est certainement ce qui va se passer. Je pense que la base, c'est ça, c'est que dans Fast and Furious 15, ils auront la technologie pour le ramener de manière parfaite. Bah oui. Normalement, il n'y en aura que 11. Ouais, j'attends de voir. Mais Vin Diesel a dit que l'univers, parce qu'il pense qu'il y a un vrai univers de Fast and Furious, ça me fait beaucoup rire, mais que l'univers ne va jamais mourir, même si les films s'arrêtent, il y aura d'autres choses. Mais moi, je pense. Un univers étendu. Non, mais tant que ça marche, les producteurs, de toute façon, ils le mettront sur le tapis, il y aura des nouvelles trilogies. Enfin, je me disais un jour, Vin Diesel, il va publier l'équivalent du Silmarillion de Fast and Furious. Il y a toute une mythologie autour de Fast and Furious. Et du coup, ils ont fait beaucoup de... Alors, Vin Diesel qui a été hyper limite sur la promotion de Fast and Furious 7, parce qu'en fait, il se contentait d'aller sur les plateaux télé et dire que son frère Paul était mort et qu'il fallait aller voir le film pour rendre hommage à Paul Walker. Donc, il a commencé... pour moi, il joue beaucoup trop avec la mort de Paul Walker et surtout il s'invente une relation de fraternité. Alors je sais pas comment ils sont dans la vie intime ces deux gars-là, tu vois. Mais visiblement la famille de Paul Walker reste très très proche de toute l'équipe. Ouais. Je sais que genre les frères ils viennent sur les tournages, la petite sœur aussi elle vient et j'avais vu un bout d'interview où la mère de Paul Walker dit que entre Paul Walker et Vin Diesel il y avait une sorte d'amitié hyper fusionnelle. Ouais, mais du coup, ça devient systématique. Là, tu vois, on est sur la promo de Fast and Furious 9. Il continue à nous dire je le fais pour mon frère Paul, je le fais pour mon frère Paul, je le fais pour mon frère Paul. Et laisse-le tranquille un peu à un moment donné, Paul Walker. Tu vois. Ouais, je sais pas. C'est bizarre comme truc. Je sais pas, d'un autre côté, tu vois, si tu continues à faire le truc. Et puis genre, t'oublies le mec original du truc. Ouais. Est-ce que ce serait pas reproché aussi de dire bah t'as oublié, je sais pas. Ouais, mais quand tu te mets à la place de la famille, alors tu peux dire l'esprit de Paul Walker perdure, mais c'est bon, c'est de la publicité, c'est du marketing, c'est quelque chose quand même qui fait fake, quoi, tu vois. Je sais pas, franchement, j'en sais rien. Ouais. Je pense que dans tous les cas, c'est problématique, quoi. Ouais. S'il en parle pas, on va dire t'as oublié. S'il en parle, on lui dit c'est commercial parce que ça l'est. C'est quand même jusqu'à quand, quoi. Et puis alors, effectivement, si jamais il revient vraiment en masque numérique. Et là, on va se poser des vraies questions morales. Là, pour la famille, pour le coup, là, c'est pas terrible, quoi, de voir des bandes annonces avec l'enfant mort là depuis quelques années. Je sais pas s'il y a une bonne solution, effectivement. Non, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas en fait. Enfin bon. Donc Fast and Furious 7, énorme carton, réalisé par James Wan, comme on a dit. Donc bien sûr, on va lancer Fast and Furious 8, on peut pas s'arrêter. Bien sûr. Sauf que James Wan, en fait, c'est des gars qui commencent à appeler juste pour un film. Donc Fast and Furious 8, ils vont appeler le gars qui vient d'avoir un succès avec Straight Outta Compton, qui est F. Gary Gray. Donc c'est le mec qui a réalisé aussi Friday, le premier film, un des films que Ice Cube a fait au milieu des années 90. Donc pareil, qui est pas du tout un réalisateur d'action. Et en fait, ils vont aller chercher ce gars-là pour tourner Fast and Furious 8. Et c'est là où les ennuis commencent sur le tournage, parce qu'en fait, ce qui se passe dans Fast and Furious 8, c'est que Vin Diesel devient en quelque sorte le méchant de l'histoire. Alors ça va être grossier, etc. Ça va être à la Fast and Furious, quoi. Mais ça devient le méchant. Et en fait, les deux personnages qui vont être vraiment mis en avant dans Fast and Furious 8, ça va être Dwayne Johnson, donc le personnage de l'agent du FBI, et le personnage de Jason Statham. Et donc bien sûr quand il y a autant de mal alpha sur un même plateau de tournage, ça doit être un enfer tournage. Ça va vraiment être un enfer avec tous les connards qu'il va avoir un melon de l'enfer. En plus je crois que c'est ça, il y en a, ils veulent pas paraître plus faibles que lui, ils veulent pas perdre les scènes de bagarre, c'est toujours la merde, ils veulent pas perdre à la bagarre face à lui pour son image, etc. Au nombre de coups, des fois ils veulent pas prendre plus de coups que l'autre parce que t'imagines les réunions avec les agents et tous les avocats. Et du coup, les héros, en fait, essentiellement, c'est Dwayne Johnson et Jason Statham. Et surtout, le film est pensé autour d'un espèce... C'est pas encore le buddy movie
mais autour de la relation entre Dwayne Johnson et Jason Statham. Et de là, Vin Diesel, c'est le producteur de la franchise, tu vois, donc il voit pas ça d'un bon oeil d'être mis un peu sur le côté. Et surtout, les gens expliquent qu'ils préfèrent la relation Dwayne Johnson-Jason Statham au jeu grossier de je suis assez d'accord, parce que, autant The Rock il est caricatural, mais il est marrant quand même. Il a conscience de ce qu'il fait. Il y a la scène, je sais pas si c'est dans celui-là, parce que je les confonds tous là maintenant. Mais la scène avec avec sa fille. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Et voilà, il y a quand même un côté comique assez qui marche bien. Et Jason Statham, après, il faut dire ce qui est, il porte un charisme partout où il passe, qui fait qu'il se remarque immédiatement à l'écran. Et il est quand même. Je comprends que les gens ils aient été attirés par ce duo-là plutôt que par le jeu gros nounours là de Vin Diesel qui est quand même. Enfin, il y en a pas quoi. Il n'y a pas de jeu quoi. Et du coup, donc là, on est au 8. On est au 8 là. Et c'est dans celui-là où ça devient un peu des super-héros Donc en fait, c'est dès le 7 en fait où ça commence. En fait, ils sont recrutés par Monsieur Personne, donc il y a un personnage joué par Kurt Russell. On est dans Fast and Furious. Non mais ça j'admets quoi. Monsieur Personne. Pourquoi pas. Ils sont recrutés par ce gars-là. En fait, d'ailleurs, ça se passe en une scène. Top chrono. Ils passent du statut de braqueur au statut d'espion internationaux recrutés par une agence secrète dont tu ne connaîtras jamais le nom, dont tu ne sais pas qui sont vraiment ces gens. Enfin bref. Et du coup, ça devient des missions impossibles. En fait. Les missions impossibles. Là où avant, on avait du film de braquage. Sur le 5 et le 6, c'est essentiellement du film de braquage. À partir du 7, c'est bon. Il y a un vrai tournant de ce dont ça parle, etc. Ouais, et la façon de faire. Mais en fait, ils ont pris ce modèle-là, à mon sens, c'est parce que ça leur permettait plus facilement de se transporter d'un lieu à un autre, d'avoir de l'action dans des lieux beaucoup plus divers, de pas rester bloqué sur une localité précise en fait. Et ce schéma Mission Impossible les arrangeait vraiment. Donc Fast and Furious 8, encore une fois, gros carton, 1,2 milliard. On voit que Dwayne Johnson et Jason Statham, c'est eux qui remportent, on va dire, les lauriers de ce film-là. Donc on va lancer un spin-off, Fast and Furious. Et comme ça fait plus chier Vin Diesel de les avoir dans les pattes. Exactement. Et Vin Diesel, il trouve son compte parce que sur Fast and Furious 9, ce qui est dit, c'est que ils y sont pas. Ils ont leur spin-off, mais ils viennent pas dans Fast and Furious 9. Donc c'est gagnant-gagnant. Hobbs & Shaw, donc le fameux spin-off, $800 millions de recettes. Encore un succès. Pour le spin-off. Pour le spin-off. Il avait pas trop marché celui-là. Ça a pas trop marché à leur niveau en fait. Mais quand on dit que ça marche pas trop, c'est $800 millions, tu vois. C'est un échec. Et donc là, on en arrive à Fast and Furious. Il est bien celui-là. Je l'ai pas vu moi, Hobbs & Shaw. Du coup, j'ai envie de le voir. Non mais c'est vrai que attends un peu. Non mais elle est assez cool la relation qu'ils ont, Dwayne Johnson et Jason Statham. J'ai envie de le voir celui-là. Tu peux peut-être faire un buddy movie assez fun autour de leurs deux personnalités. Et surtout, c'est deux gars qui ont compris qu'ils jouaient dans un truc. C'est ça, moi je trouve pas sérieux quoi. Et dans ce que j'ai pu voir, ils jouent juste par rapport à là où ils sont, ce qui est pas le cas de Vin Diesel. Complètement. On voit qu'ils s'amusent un peu déjà. Alors que Vin Diesel, là, on dirait qu'il cachetonne. Enfin, il fait toujours la même chose. Je sais pas exactement. Est-ce qu'il s'amuse ou pas, on peut pas le savoir. Moi, je pense que Vin Diesel, il est persuadé qu'il joue dans la plus grande œuvre qui a jamais été écrite. Ça, c'est quasiment sûr. Alors, en tout cas, comme une grande œuvre d'action, quoi. Comme une grande saga. Et même au niveau dramatique, sentimental. Alors ça, on en parlera dans notre troisième partie. Mais je pense qu'il est persuadé qu'il est là-dedans. C'est possible. Et ça explique son jeu. Il est toujours hyper sérieux. C'est ça. Toujours la tête du mec où c'est la gravitas. Mais les deux, c'est vrai qu'on voit qu'ils s'amusent et du coup, c'est cool parce que nous, c'est ce qu'on a envie de voir aussi, quoi. Des gens qui s'amusent à l'écran parce que c'est des trucs quand même très légers, quoi. Normalement. Et donc dans Fast and Furious 8, bien sûr, on nous a mis une nouvelle méchante, donc qui est le personnage de Charlize Theron, Cypher. En gros, c'est très simple, c'est une hackeuse mondiale qui rêve d'avoir l'arme nucléaire pour avoir le pouvoir absolu. Mais c'est original. Je crois que c'est elle qui a demandé à être dans Fast and Furious. Oui, forcément, mec. Non, mais tu vois, ils sont pas allés la chercher, genre. Ah non. Elle est venue, elle a dit je veux être là-dedans. Mais attends, les gars ils ont pas joué, ils jouent n'importe comment. Ça doit être un cachet de ouf pour un effort minimal, tu vois. Donc tout le monde doit vouloir jouer dans Fast and Furious. Il n'y a pas besoin de mois de préparation pour rentrer dans son rôle. Et puis elle a pas à faire aussi toute la préparation physique. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui doivent avoir cette préparation obligatoire, quoi. Là, elle en a même pas besoin. Effectivement, oui, je pense que pour elle c'est tout bénef, quoi. Elle se pointe sur le plateau, elle balance 2 répliques, terminé, quoi. Et c'est un truc qu'on voit beaucoup plus dans les Fast and Furious maintenant, c'est le nombre de caméos. On a toujours des acteurs très connus qui viennent pour faire une scène ou deux. Je suis sûr que les gars on les rince niveau cachet et que ça leur permet d'apparaître dans Fast and Furious et puis ça permet d'avoir de l'argent facile. On voit que déjà sur le 3 ils ont réussi à lâcher tous les droits des chroniques d'Oridic juste pour apparaître 2 secondes. Tu dis, ils doivent faire ça lâche facilement pour de des caméos, ils doivent faire des beaux chèques, quoi.
Et donc arrive Fast and Furious 9, du coup, qui aurait dû sortir l'année dernière, mais compte tenu de la crise de la Covid, la sortie a été repoussée d'un an. C'est là où je me suis dit que la situation était grave, d'ailleurs, sanitaire. C'est quand on m'a dit Fast and Furious 9 est repoussé d'un an, je me suis dit c'est la catastrophe. Je me rappelle de ton message quand tu m'as dit mec, ça pue, Fast and Furious, c'est décalé. Je me suis dit, mec, il y a d'autres trucs qui puent du cul. Non, chacun ses priorités. Mais c'est peut-être ton échelle. Non, mais tu vois, la franchise blockbuster typique hollywoodienne, je me dis putain, il le décale d'un an. Ah, on n'est pas sorti de l'auberge. Tu vois. Tu vois, les taux d'incidence et tout, t'étais là, genre ça compte pas comme indicateur. C'est Fast and Furious, merde. Du coup, là, comme il est sorti, tu estimes que ça y est, on est sorti du Covid ? Bah, en tout cas, on a franchi une étape supplémentaire. De quoi l'avenir sera fait, je ne sais pas. T'es notre Raoult à nous. Suivez l'évolution de la franchise Fast and Furious et vous en saurez plus sur l'évolution épidémique. Est-ce qu'ils ont commencé le tournage du 10 ou pas du tout ? Je sais pas, je crois pas. Pas encore. Bah, peut-être on n'est pas sorti de ça. Ouais. Et du coup, voilà, arrive Fast and Furious 9, donc toujours avec le personnage de Charlize Theron qui représente, alors pas vraiment la grande méchante, mais qui revient quand même dans ce film-là. Et avec Vin Diesel aux manettes, sans Dwayne Johnson, comme on l'a dit, et sans Jason Statham. Alors les gars, on l'a tous vu, on est même allé le voir ensemble, je crois. Du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film ? Steven, tiens, pour commencer. Merde. Fast and Furious 9, en quelques mots, si tu devais résumer ton avis. En quelques mots, donc moi j'avais décroché de Fast and Furious depuis le 5, je pense. J'ai peut-être vu le 7, mais j'ai très peu de souvenirs. Oui. Bon, je m'attendais clairement pas à grand chose. Comme je disais, moi je m'attends à un truc un peu équivalent fast-food du cinéma ou comme dans le 5, quoi. On regarde, on débranche un peu son cerveau. On sait que ce qu'on regarde, c'est trop. Tu vas au McDo, tu sais que c'est trop gras, trop sucré. Tu vas voir Fast and Furious, tu sais que c'est un peu trop, mais ça fait quand même plaisir. Tu sais que t'es pas dans de la grande gastronomie, mais tu kiffes, quoi. Donc je m'attendais à voir ça, je l'ai eu un peu, notamment sur les 20 premières minutes, on va dire, où j'ai commencé un peu plus enthousiaste, quoi. Le tout début, je me suis dit parce qu'en gros il y a donc l'histoire de son frère qui débarque dans la franchise, le frère de Vin Diesel, enfin le frère de Dominique Toretto. Non mais de toute façon ils ont fusionné les deux. Vin Diesel est devenu Dominique Toretto et Dominique Toretto est devenu Vin Diesel. Donc voilà, il y a ce petit truc avec l'histoire autour de leur père qui fait des courses de voiture, ce que j'ai trouvé assez cool. Parce que c'était une sorte de retour à... on vous rappelle qu'on est un truc de course de voiture. En plus, il y a une course de voiture entre le frère de Vin Diesel et Vin Diesel. Donc j'ai trouvé qu'il y a une sorte de retour aux sources. Ouais. Et la toute première scène d'action qui se passe dans la jungle, je sais plus trop où là, je l'ai trouvé assez efficace. Ça marchait bien. Encore une fois, on était dans le truc totalement incohérent parce qu'ils traversent un champ de mines. Ils ont calculé qu'il fallait rouler au minimum à 130 pour pouvoir la déclencher et exploser. Par contre, ils roulent tous les uns derrière les autres, ce qui est très con. Ce qui est très très con. Mais voilà, ça marche parce que ça explose dans tous les sens. J'ai trouvé que c'était bien filmé. C'est hyper lisible. Donc voilà, toute cette scène-là m'a plu énormément. Après j'ai trouvé qu'il y avait un long tunnel, très très long tunnel de trucs où on s'en bat la race parce que le scénario, on l'a vu 1000 fois, il faut aller récupérer une arme magique qui va exploser le monde. Les boîtes magiques, Il y a un méchant qui a un sidekick qui sert à rien du tout, qui est le fils d'un dictateur, on sait même pas d'où. J'ai trouvé rigolo, moi, le méchant. C'est une caricature, oui, clairement. C'est que des personnages sont que des fonctions, tu vois. Il peut te dire, je suis le fils d'un dictateur, tu vois, ça suffit. Si j'ai à écrire un scénar pourri, je fais ça, quoi. Donc voilà. Et j'ai trouvé que cette espèce de truc dramatique. Attends, on spoil ou pas là? Ou alors vas-y, juste la dramaturgie. Globalement, t'en as pensé quoi de la dramaturgie de façon générale? J'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui marchaient pas au niveau de la dramaturgie, très clairement. Des personnages où on n'arrive pas. Je te dis, je demande pas un truc, je demande pas du Shakespeare, quoi. Mais je demande un truc où je peux un minimum adhérer à la compréhension des personnages. Et là, j'ai trouvé que les personnages étaient quand même globalement assez massacrés en fait dans l'écriture. Même tous les membres de la famille, là, contrairement aux 5 où ils ont tous un peu une particularité, un truc. Là, il y a que Roman Pierce qui a un truc que j'ai trouvé intéressant. Donc on parlera peut-être après en partie spoiler. Mais voilà, après les scènes d'action, j'ai été un peu déçu d'avoir tout vu dans la bande-annonce, quasiment. Moi, je m'attendais à ce que, tu vois, ils l'ont fait déjà, ça, on balance des gros trucs parce qu'en fait, on est encore mieux sous la main. Là, en fait, non. Il y a quand même assez
je sais pas, en termes de... Les scènes d'action sont très longues, mais il y en a du coup assez peu. Ouais. Et voilà, ces tunnels m'ont un peu emmerdé. Il y a plein de trucs qui servent à rien, des trucs qui pourraient être impressionnants qui ne le sont pas du tout. Voilà, donc il y a un côté plaisant, c'est clairement pas ce que j'ai vu de pire au cinéma. Mais j'ai pas, je trouve que les 20 premières minutes donnent une promesse qui est pas tenue sur la longueur. Voilà. Bon, Fred, en tant que fan de David Fincher, qu'en as-tu pensé? Alors effectivement, c'est pas tout à fait mon style de film, de franchise, mais j'avais vu le 1 et le 2 à l'époque quand c'était sorti au cinéma, puis je m'étais arrêté là. Ouais. Et bon voilà, c'était effectivement, moi je suis pas du tout dans les bagnoles et tout. Qu'à voir, j'ai une bagnole de Clodo, et donc les bagnoles tuning, tu vois, c'est pas du tout vers ça que je vais. Mais après voilà, je respecte le truc, hein. Moi je suis tu vois, je regarde des Marvel, des trucs comme ça, donc j'aime bien aussi cette idée de cinéma d'action, popcorn, exactement, voilà, ça peut aussi évidemment servir à ça le cinéma. Et j'ai un frère qui est fan de la franchise, donc je lui avais demandé lesquels il préférait, tout ça, bon on en parlera après, de la franchise de manière globale. Et alors bon, du coup le 9, moi j'ai été hyper déçu quand même sur le 9, parce qu'honnêtement il y a quand même des films, tu vois, le 5 que j'ai aimé, le 1 aussi pour d'autres raisons, j'ai envie de voir Hobbs & Shaw. Mais là, dans le 9, je suis tout à fait d'accord avec Steven, il démarre bien. Alors toujours, ça démarre souvent assez bien quand même, ces films-là. La scène de début, on voit qu'il y a toujours le budget, elle est bien et tout. Je trouve que quand même, on voit de plus en plus les masques numériques, enfin on voit de plus en plus que c'est du CGI, les voitures. Ouais. Moi j'ai adoré ça dans le 5, c'est-à-dire qu'on voyait que c'était quand même des vraies cascades. Là on voit que c'est plus du tout le cas. Donc, alors, moi c'est moite-moite. En fait c'est pas moite-moite, mais c'est les derniers tiers des scènes. Enfin bon bref, vas-y. Non mais je suis d'accord que ce qu'on voit au premier plan, on voit qu'il y a une physique normale, et puis après on voit des voitures qui volent de partout, qui font n'importe quoi. Bon, les personnages, ils sont totalement mis de côté. Ça c'est quand même chiant. L'équipe effectivement elle est moins intéressante maintenant qu'elle ne l'était dans le 5. Donc quand vraiment moi j'ai vu le 5 là il y a 2 jours, j'ai trouvé ça cool. Et j'arrive après au 9, et tout ce que j'ai aimé dans le 5 est amoindri en fait dans le 9. Ouais, c'est ça. À chaque fois c'est moins bien. Et du coup, comme c'est moins bien, on va faire une surenchère. Alors là, on va pas en parler de suite, mais je crois que c'était même dans la bande-annonce, la surenchère du 9. Et on arrive à ça, mais même ça, c'est pas hyper cool, quoi. C'est un petit truc comique, voilà, qui vient là, et c'est pas génial non plus, quoi. Et donc, non. Bon, c'est vrai que c'est pas mon kiff à la base, mais je peux aimer ça. Et tout ce que j'ai aimé dedans, là dans le 9, je l'ai retrouvé amoindri, pas bien, répétitif. Et alors cette chasse au MacGuffin, là, c'est-à-dire aux objets qui doivent faire avancer l'intrigue. Là maintenant, non mais ça doit être interdit dans tous les scénarios hollywoodiens maintenant. Là, il faut qu'ils fassent une croix là-dessus. Ça a pété Star Wars à cause de ça. Ça pète tous les films à cause de ça. Là, on a quand même des trucs en bagnole normalement. Eh ben non, c'est des... Justice League c'est ça, Avengers c'est ça. Enfin, c'est tout le temps pareil, des courses au MacGuffin. Rappelle juste vite fait ce que c'est qu'un MacGuffin. Oui, voilà, c'est un objet qui est que les héros pourchassent, qui est censé soit résoudre l'intrigue, soit la faire un peu avancer. Et là, c'est vraiment que ça dans tous les blockbusters d'aujourd'hui. Et du coup, c'est un peu ça que j'ai eu comme impression, c'est que ça ressemble à tous les blockbusters d'aujourd'hui, c'est-à-dire à toutes ces franchises qui ont les mêmes caractéristiques et qui fonctionnent sur les mêmes tics d'écriture. Et donc c'est pas original. Moi je t'avoue que, alors effectivement, j'ai vu 4 ou 5 Fast and Furious en 2 jours, c'est trop. Donc tout se mélange et tout ça. Mais le 9, j'ai quasiment aucun souvenir. J'ai le souvenir du début, j'ai le souvenir de trucs over the top là dont on parlera après. Et puis c'est tout. Tout le reste, ça me semble être des scènes lambda qu'on oublie immédiatement. Enfin vraiment des retournements, on sait même pas pourquoi, pour qui, machin. J'ai vraiment pas apprécié. Donc je pense que ceux qui aiment la franchise continueront, dire oui, pas mal, mais je pense qu'il faut quand même être un petit peu avoir envie de voir des bons films, même quand c'est des films popcorn, quoi. Et justement cette franchise, elle a prouvé sur quelques films que oui, elle pouvait faire des bons trucs. Moi j'ai rien à branler des bagnoles de Vin Diesel et tout ça, j'ai plus kiffé. Donc ça veut dire que c'est possible quand même d'aller au-delà d'un genre et de créer quelque chose qui soit cool à regarder, même si on n'aime pas le truc de base. Et là, non, là du coup, c'est même pas que j'aime plus, c'est que je me suis vraiment ennuyé, je l'ai oublié quasiment immédiatement, quoi, le truc. Non, c'est vrai qu'on dirait une sorte de truc qu'on a déjà vu 1000 fois. Complètement. Et qui n'a pas tu vois, je parlais dans le 5 du petit twist de
on vous sort un truc qu'on a déjà vu, avec on fabrique le plan et tout, puis à la fin on dit on s'en va, on arrache tout. Moi j'ai l'impression que c'était là qui était vraiment celle de ce film popcorn qui arrive quand même à nous surprendre, à nous faire plaisir, et que là, en fait, si on prend juste le scénar, l'intrigue globale. Puis dans le 5, puis dans le 1, tout ça, les bagnoles sont au centre vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment le 5, c'est Ocean Eleven avec des voitures. Et après, le côté bourrin, évidemment, des protagonistes. Là, honnêtement, c'est un Mission Impossible. Oui, il y a un peu plus de bagnoles, évidemment, que dans un Mission Impossible, mais honnêtement, ça pourrait être quasiment... Il y a des camions aussi. Il y a des camions, il y a beaucoup de camions, et des trucs comme ça. Mais honnêtement, non, ça pourrait être un peu... c'est générique. Et là, moi, ça serait vraiment le mot que je retiendrais du 9, c'est générique. Toi, Gaët ? Moi, je te rejoins un peu quand tu dis que finalement les scènes d'action sont quand même plaisantes à regarder, même si en fait il y a ce côté, faut qu'on termine la scène d'action sur quelque chose qui est over the top, et en fait c'est là où ça ne marche plus, parce que effectivement les images de synthèse numériques auxquelles tu ne crois absolument plus, ça ne marche pas, alors que toutes les premières parties des scènes, ils les maîtrisent bien, et c'est un truc que j'ai bien aimé dans celui-là, et c'est pour ça je pense qu'ils ont dû rappeler Justin Lin en l'occurrence. C'est pour filmer les scènes d'action. Là où dans le 7 et dans le 8, moi je trouvais que c'était nul, c'était plat. Même les scènes de course-poursuite en bagnole, il n'y avait pas cet impact sur les voitures, tu sentais pas les pare-chocs contre pare-chocs, etc. Là, tu filmes l'action, t'es au plus près, c'est bien cuté, c'est bien monté, etc. Donc sur les scènes d'action, ça allait bien. Mais après, le problème de Fast and Furious, le gros problème de Fast and Furious, c'est Vin Diesel en fait. Et c'est là qu'est le gros problème, c'est que en fait, la dramaturgie ne repose plus que sur lui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Vin Diesel, tous les autres, c'est autour de lui. En fait, c'est des personnages fonctions qui n'ont d'autre rôle que de faire sourire, de passer pour le geek de service, etc. Michelle Rodriguez, tout ça, elle sert à pas grand-chose. Sa sœur, la sœur de Dominique Toretto, elle sert à rien non plus. Mia, alors que j'avais quand même l'impression que c'était des personnages qui existaient. Avant. Il n'y a plus personne qui existe excepté Vin Diesel. En fait, tout est pensé autour de Vin Diesel, et le problème, c'est qu'on a un film qui se veut fun, qui se veut décérébré au possible dans ses scènes d'action et dans ses moments what the fuck, tu vois. Et le problème, c'est quand la dramaturgie fait son retour, et que là on a un espèce de sérieux premier degré qui déboule, et t'es là, tu comprends absolument pas pourquoi tu viens de voir un truc complètement con, et derrière on essaye de te faire pleurer avec des gros plans sur le visage de Vin Diesel. T'es là, tu dis mais les gars, ça peut pas marcher dans ces conditions là. Surtout le gros plan du visage de Vin Diesel, c'est ça, pour transmettre une émotion, c'est compliqué quoi. Donc à un moment donné, en fait, ce qui me plaît avec Fast and Furious, c'est ce côté, on se prend pas au sérieux, mais assumez votre truc les gars, et faites un truc qui n'est pas sérieux du tout jusqu'à la fin, même si le film au final il est teubé, il est pas exigeant, etc. Mais là c'est comme si on essayait de remettre quelque chose d'exigeant dans un produit qui de toute façon par définition et n'a aucune aucune prétention de qualité cinématographique pure, on va dire, tu vois. Moi je pense que ça pourrait marcher quand même, hein. Mais effectivement t'as raison, Vin Diesel, déjà c'est dur de tout faire reposer sur lui, ça marchait beaucoup mieux quand même quand il y avait Paul Walker. Je pense que c'était un contrepoint hyper important en fait. L'histoire d'amour avec Mia, tout ce là, je sais pas, il y avait un truc qui fonctionnait, qui fonctionnait au niveau blockbuster, mais qui fonctionnait. Et là effectivement il y a plus rien, et quand on fait tout basé sur Vin Diesel qui a 3 expressions faciales et les 3 sont pas terrible, qu'est-ce qui se passe quoi. Non mais il est persuadé en plus de jouer du Shakespeare. T'es dans Fast and Furious, mec, détends-toi, pète un coup et fais rigoler les autres. De toute façon, tous les autres acteurs qui sont autour de lui, qui gravitent autour de lui, ont conscience de ce truc-là. C'est le seul gars qui pense que ce qu'il est en train de faire, c'est du grand art. Et ça, c'est hyper problématique. Michel Rodriguez la pète un peu quand même aussi des fois. Oui, c'est vrai. mais Vin Diesel, il tu vois, dans les interviews, il insiste vachement sur la mythologie Fast and Furious, mais il n'y en a pas en fait. Mais oui, il n'y en a pas. À part l'oxygène liquide et quoi d'autre. Ouais, mais c'est même pas ça qui met dans la mythologie, c'est vraiment les personnages. Ah non, là non. Mais les personnages, genre dans le 5, ils fonctionnent bien les personnages, mais on n'a pas envie d'avoir un biopic sur chacun d'eux. Non, puis là, effectivement. L'origine story de Dominique Toretto, je m'en bats la race. Mais oui, c'est ça en fait, c'est ça tout le truc, c'est qu'on essaye de. Alors il y a des scènes de flashback d'ailleurs qui n'étaient pas trop montrées dans la bande-annonce, je m'attendais pas. Moi, est-ce qu'on voit la jeunesse de Dominique Toretto, mais effectivement, ces fameux tunnels que t'évoquais, en fait, c'est là qu'ils apparaissent. C'est quand on essaye de nous développer l'histoire de Dominique Toretto, mais je m'en fous. Mais moi, je sens arriver le spin-off Dominique Toretto Origin. Ah mais c'est très sûr, possiblement. C'est possible. Hein. Et alors, techniquement, elles sont dégueulasses ces scènes-là parce qu'ils ont mis du bruit numérique. Pour faire penser que c'était comme si c'était tourné à l'époque, c'est-à-dire tourné dans les années 80, donc avec de la pellicule, et donc pour faire semblant de ça, ils ont mis du bruit numérique.
c'est dégueulasse au possible. Enfin, moi, à chaque fois que je voyais ça, je trouvais ça nul. Ça fait pas du tout un effet pellicule. Et on aurait pu jouer avec les couleurs, jouer avec la lumière pour montrer des trucs dans le passé. Et non, ils jouent avec ça. J'ai même l'impression qu'en fait, ils font varier ce bruit numérique en fonction du moment. C'est-à-dire quand c'est vraiment dans le passé, il y a beaucoup de bruit numérique. Fais gaffe à ça. Quand c'est un petit peu moins dans le passé, il y en a un petit peu moins. Mais putain, qu'est-ce que c'est nul. Enfin là, c'est vraiment le niveau zéro, quoi. Alors comment on va faire voir que c'est dans les années 80 ? On filme pareil, mais on rajoute du bruit numérique. Et donc c'est dégueulasse à l'écran. Enfin là, moi, ça aussi, ça m'a énervé. Ouais, effectivement, c'est pas des choses qui, c'est pas toujours bien fait. De toute façon, après, ils ont ils doivent avoir des calendriers de production Fast and Furious. Ça doit vraiment être à la chaîne et vas-y qu'on tourne. Vas-y qu'on tourne. Même pas le bordel que c'est ce genre de tournage. C'est pour ça qu'en fait, quelque part, les réals. On peut les critiquer, tout ça, mais je pense que c'est vraiment une expérience qui doit être très 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 douloureuse pour eux. À partir du moment où il y a Vin Diesel sur le truc, tout c'est pas toi qui décides. Exactement. Et quand tu commences à mettre The Rock et tout, tu décides de rien du tout. C'est leurs agents qui ont décidé de ce qui se passait. Totalement. Et tu sais qu'ils vont gueuler au moindre contre-champ où il y en a un qui apparaît plus grand que l'autre. Mais c'est problématique. Donc, mais quand tu disais, tiens, c'est bizarre qu'ils ont été chercher le réalisateur de Straight Outta Compton ou alors de Saw et Conjuring, des choses comme ça. Et moi je pense que justement il y a beaucoup de réalisateurs qui sont un peu dépossédés de leur film au niveau blockbuster maintenant, parce qu'en fait ils filment 30% du film. C'est-à-dire ils vont filmer les chants contre chants, les choses comme ça, les scènes un peu intimistes avec les acteurs. Exactement. Et tout ça. Et tout le reste, c'est des sociétés de production justement qui vont filmer les cascades, qui vont filmer après tout le truc en CGI. Et du coup le réalisateur en fait il est là que pour des scènes un peu comme ça intimistes entre acteurs. Et du coup c'est pour ça que Marvel fait la même chose. Ils vont chercher des réalisateurs à moitié de trucs indépendants pour faire ça, et puis le reste t'en occupes pas, on fait le reste. Et du coup ça crée d'ailleurs des dichotomies dans les films. Enfin on a l'impression que t'as toujours des trucs très très différents. Collé, quoi. Exactement, où c'est pas du tout la même manière de filmer, de montrer les personnages, etc. Parce que il y a plusieurs, du coup là c'est même pas plusieurs équipes de réalisation, c'est qu'il y a plusieurs équipes de production qui font le film de manière différente chacun. Et donc du coup je pense que c'était ça le truc. Après moi là-dessus, alors sur le côté James Wan et F. Gary Gray, je suis d'accord, on sent bien que les scènes d'action elles sont pas du tout pensées, elles sont pas vraiment bien pensées, etc. Je crois quand même, après peut-être que je me trompe ou que c'est mon œil qui m'a trompé, etc. Mais quand même dans Fast and Furious 9, et peut-être que c'est lié au retour de Justin Lin, mais il y a un espèce de retour à l'action efficace, et s'il y a de l'impact de bagnole, complètement. Je pense que ce genre de réalisateurs qui justement viennent pas de l'indépendant, qui savent faire des scènes d'action, justement ça rend le film aussi plus fluide, parce qu'ils peuvent filmer à la fois un dialogue et à la fois des cascades et des choses comme ça. Donc je pense que lui en particulier, enfin moi dans le 5 je l'ai vraiment vu comme ça, c'était un très bon réalisateur de scènes d'action. Enfin le 5 pour moi il est mieux réalisé que n'importe quel Marvel, quoi. Donc, et du coup, moi pour résumer mon avis, en gros, c'est les scènes d'action, vous pouvez les regarder, honnêtement, elles sont vraiment sympas. Après, toute la dramaturgie, c'est juste catastrophique. Pour moi, c'est catastrophique. L'intrigue même est catastrophique. On a une alternance on a une accumulation de Deus Ex dans ce film qui est juste hallucinante et qui est hyper saoulante au bout d'un moment. Donc voilà, regardez les scènes d'action, oubliez la dramaturgie, débranchez le cerveau surtout, et vous pourrez regarder Le Mans 66 alors. Moi je conseillerais quand même, si on veut le voir, d'aller le voir au ciné. Pour justement kiffer les scènes d'action, parce que le regarder chez soi sur son PC, pour le coup, du coup, je vois moins l'intérêt. Et surtout, ne cherchez pas à comprendre l'intrigue si vous n'avez pas vu les précédents, vous ne comprendrez strictement rien. Et même quand vous avez vu les précédents, on ne comprend strictement rien. De toute façon, il y a des gens. Oui, mais c'est ça en fait. On s'en fout complètement. Il y a des gens qui arrivent, qui repartent. Il y a une méchante. Il y a lui. Bon. Ouais. Par exemple, on a le début de liste. Alors, est-ce qu'on peut passer on passe à une partie spoiler. On passe à une partie spoiler. Ok, allez, c'est parti. Parce que, alors, du coup, moi je voulais vous parler de ça. Tout le début de l'intrigue, c'est Monsieur Personne, du coup, le personnage de Kurt Russell, qui disparaît dans un crash. Du coup, on se dit qu'ils vont aller le rechercher, ce gars-là. Parce que l'intrigue s'adresse. Ce gars-là est oublié au début. Il a été payé pour 2 scènes. C'est vrai, nous, on apprend plus tard qu'il est mort. Parce que la meuf a dit, vous l'avez tué, machin. Oui. Mais Dominique Toretto et toute son équipe, là, une fois qu'ils ont récupéré la demi-sphère de trucs, ils cherchent plus jamais Monsieur Personne, ils s'en battent les couilles. Mais alors qu'il est là depuis pas mal de films. Il est là depuis le 7. En fait, il est apparu dans le 7 et c'est lui qui a fait le tournant Mission Impossible. Faut que je les refasse dans l'ordre. Tous. En une fois. Ouais. Donc c'est assez catastrophique. Alors, je voulais vous demander, vous, quelle est la scène qui vous a le plus saoulé ? Tiens, dans Fast and Furious 9, la scène qui vous a le plus saoulé.
Alors moi je pense que c'est le truc de l'espace. Ouais. Quand ils vont dans l'espace, explique ce truc maintenant. Le truc over the top, c'est donc ça. Et voilà. Donc pour aller détruire un satellite, ils vont en voiture dans l'espace. Ouais. Moi, tu vois, c'est le genre de proposition, comme je disais, où ok, on va en voiture. C'est complètement con, mais dans ce genre de film, j'achète. Ouais. Et je trouve que c'est foiré parce que il y a rien. Il y a rien du tout. Ils arrivent, ils sont du coup en apesanteur là dans l'espace. Et il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a rien d'intéressant. Déjà, c'est traité comme une scène comique en fait. Ouais, c'est ça en fait. Du coup, je pense comme ils savent pas trop quoi en foutre. Il y a des gags tout le temps dans cette scène, quoi. Et c'est que une scène de gags pour moi. Parce que même l'explosion du satellite, c'est nul. Enfin, ça pète pas. Pour le coup, on voit qu'il n'y a rien de physique. Ils n'ont pas vraiment pété des satellites. Ça, je peux comprendre qu'ils l'ont pas fait. D'accord, mais on a eu, comment ça s'appelait le truc en orbite avec Sandra Bullock. Gravity. Gravity, il y a 10 ans, quoi. Oui, non, mais voilà, c'est ça en fait. C'est que. J'ai l'impression que c'est juste un truc de on va plus loin donc on les envoie dans l'espace. Qu'est-ce qu'on fait dans l'espace? On sait pas, on s'en fout. Mais j'attendais une course de voiture dans l'espace. On fait des blagues. Mais c'était là, on avait eu ce débat là. C'est pour ça que je te dis qu'en fait c'est une saga qui est hyper étrange. En fait, Fast and Furious c'est hyper étrange parce qu'on a l'impression qu'elle se moque d'elle-même en permanence. Genre on va faire plus et en plus on va faire plus pour rien raconter et pour rien faire et juste faire de la blague. Oui, mais non, parce que ça pourrait être on va faire plus pour rien raconter mais pour faire des belles scènes. Oui. Et ça, je te dis, moi c'est ça que j'achète. Si c'est joli, si ça pète dans tous les sens, que je comprends rien à la physique du truc. Mais qu'on est à fond dans le truc. Et là, il n'y a rien du tout d'impressionnant. On s'en fout totalement. C'est même une scène qui casse le rythme exprès. D'ailleurs, parce que sur Terre, au même moment, ils sont dans une course-poursuite, avec un gros truc. Et ça casse le rythme, il se passe rien et ils sont en apesanteur effectivement. Ouais, mais du coup t'as même pas, tu vois, pour casser le rythme et faire un truc où il se passe rien volontairement, tu pourrais faire une scène un peu poétique. Ah mais exactement, oui. Mais ça marche pas du tout. On te casse le rythme pour avoir des blagues sur les papiers de bonbons. C'est ça, t'as juste les deux débilos en gros plan. Non, c'est nul à chier. Donc pour moi c'est celle-là qui m'a le plus saoulé parce que c'est celle qui aurait pu porter un truc et voilà, c'est là où ils foirent en fait à mon avis ce qu'ils veulent faire. Ouais. Bon, toi, Fred, une scène qui t'a particulièrement saulé. Allez, réfléchis. Non, t'en as plein sous le coude, en tout cas. Je vais avoir du mal, comme je t'ai dit, j'ai très peu de souvenirs du film, alors qu'on l'a vu il y a 2 jours. Mais hier ou avant-hier? Avant-hier. Et non, mais je sais que moi, ce qui m'a saoulé, c'est avec le frère là de Dominique. Là. Qui est joué par John Cena, du coup, ils sont allés chercher un autre catcheur. Hein. Voilà, bon, alors lui aussi. Et alors, je sais pas, à un moment, il change de camp. Et j'ai pas capté pourquoi. J'ai dû décrocher pendant 10 secondes et je vois que le mec il est contre ses anciens patrons. Mais voilà, tu sais, d'entrée de jeu, tac. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Alors on est au milieu d'une énorme scène où il y a des électroaimants qui est en positif, en négatif, en machin. Là, bon, je me suis dit non, on va arrêter là. Je vais même plus essayer de suivre. Moi, pour le coup, les électroaimants, je trouve que c'était sympa. Ah, mais moi j'ai trouvé ça sympa 2 fois. Oui. Mais ils le font 48 fois. En fait, tu te rends compte que c'est le concept du film pour les scènes d'action. Ils ont trouvé ce truc-là. Ils disent toutes nos scènes d'action, elles vont être pensées autour de. C'est ça. C'est vrai que du coup, il y a un aspect parce qu'ils pourraient le faire 10 fois, mais avec plein de trucs différents, de plein de manières. Là, c'est tout le temps. Alors d'accord. Alors je te dis, les premières fois, oui, tu dis cool. Après, non, c'est beaucoup trop. Donc ouais, tous ces trucs-là. C'est vrai que le retournement, si on peut juste s'arrêter sur ça. Ouais. En gros, c'est juste que il se fait le moment que tu as dû rater, c'est qu'il se fait trahir par le fils de dictateur là, qui s'est allié avec Charlize Theron, le personnage de Charlize Theron. Je sais pas trop pourquoi, puis on s'en fout. Et donc le gars, il envoie un de ses sbires, celui qui a des belles dents là. Ouais. Il envoie un de ses sbires lui casser la gueule sur le truc. Ouais, donc là, le gars il dit il m'a trahi, donc du coup je retourne avec mon frère et puis je suis un gentil maintenant. Bon, donc c'est pas étonnant que j'ai raté ça. Ouais. Là où j'ai trouvé que c'était vraiment mal foutu, moi j'ai suivi le truc, mais j'ai trouvé que c'était mal foutu, c'est que déjà John Cena, moi je m'attendais à ce que ça castagne un peu. Ouais. En fait, il y a 2-3 droites avec un mec dont on s'en fout totalement. Parce que la dramaturgie, mais c'est complètement con. La dramaturgie est pensée autour de John Cena. Je veux dire, mais c'est John Cena. Tu sais très bien que c'est pas un grand acteur, quoi. Oui, mais tu vas chercher un catcheur, fais le catcher souvent. Oui, c'est ça. Une seule fois, de loin, sur un camion. Et c'est exactement ça. Quand ils sont allés chercher Dwayne Johnson pour Fast and Furious 5, on va chercher un mec ça va castagner sévère, tu vois. Et John Cena, il fait rien dans ce film. Il fait rien du tout. Il sert à rien. Et là où j'ai trouvé que leur histoire elle marchait pas, c'est qu'on comprend pas ce personnage. C'est-à-dire, en gros, il est responsable de la mort de son père. Ouais.
pour un truc, il a pas voulu tuer son père, mais c'est lui qui est responsable. Donc Dominique Toretto lui dit casse-toi. Et du coup, il devient hyper méchant. Et moi, j'ai trouvé que ça marchait pas parce que tu vois, le mec, si on fait une sorte de psychologie à 2 balles comme on pourrait avoir dans un blockbuster et qui, à mon sens, fonctionnerait, il est dans une sorte peut-être de sentiment de culpabilité, de quelque chose où il va essayer de renouer avec son frère ou je sais pas, ou alors de disparaître totalement. Mais le fait du coup de devenir hyper méchant et de vouloir détruire plus ou moins Dominique Toretto, mais pourquoi ? Et on sait jamais pourquoi. Et surtout, parce qu'on se rend compte qu'en fait c'est Vin Diesel qui chie dans la colle avec son frère. Voilà. Et il n'y a jamais de remise. Alors ça c'est le truc spécial Vin Diesel, il n'y a jamais de remise en question de son propre comportement avec son frère. Non, et il faut que ce soit le frère qui revienne. Tu vois, ah voilà, tu vois, il y a une Diesel ne va pas s'excuser parce qu'au final il exclut son frère effectivement sur un gros malentendu parce qu'il le croit responsable de la mort de son père, ce qui n'est pas le cas. Et Vin Diesel ne s'excuse jamais, tu vois. Oui, mais il l'a pas fait. Lui, il pense qu'il l'a fait exprès. Et en plus, c'est son père qui lui a demandé de faire ça. Et en fait, cette scène d'excuse de Vin Diesel, ça aurait pu être une scène intéressante, tu vois, où t'as Vin Diesel qui sera en position, on va dire, un peu, pas de faiblesse, mais de remords, de remords. Un truc humain, quoi. Exactement. Voilà, il s'est trompé, machin. Au contraire, là, du coup, ça donnerait un peu d'épaisseur au personnage, quoi. Non, c'est le mec qui reste monolithique. Je me suis trompé, c'est pas grave, c'est au frère de revenir s'excuser quand même, tu vois, à la fin. Et c'est là où la dramaturgie elle est totalement aberrante. Alors moi je vais vous la donner, ma scène qui m'a le plus cassé les couilles, c'est quand Vin Diesel tombe dans l'eau après avoir secouru toute son équipe. Putain, j'avais oublié ça. Il est sur le point de mourir. En fait, mais c'est ça là. Et il a les flashs de son enfance. Et là c'est la scène, on essaye de nous faire pleurer. Il y a 5 minutes de scène en flashback. Toute cette scène, la scène d'avant déjà où il joue au super-héros, castagnant 400 mecs. C'est Hulk. Il est vraiment, on dirait Hulk ou Captain America. Il castagne plein de mecs. Et du coup, il s'écroule dans l'eau. Et là, on a des flashbacks sur son enfance, sur son adolescence, la relation avec son père. Mais c'est tellement grossier, c'est tellement lourd. Et je suis sûr que quand il le joue, il est persuadé de quasiment remporter un Oscar, Vin Diesel. Mais c'est sûr que oui. Mais en fait, au final, je le dis, allez, ça devient une scène incroyable qu'il faut voir parce que tellement c'est nul, quoi. Tellement c'est mauvais. Pour le coup, ça fait téléfilm. Non, mais là, c'est téléfilm moisi avec des flashbacks dégueux qui s'enchaînent sans vraiment lien logique. Horrible, les gars. Alors, Vin Diesel proche de la mort, ça vaut le coup d'œil. Vraiment, ça vaut le coup d'œil et regardez ça. Tu sais, on fait semblant de te faire croire qu'il va vraiment mourir, mais on sait très bien que jamais de la vie. Après avoir joué au super-héros, parce que c'est ça, il y a un tel mélange là-dedans. Effectivement, il y a des courses de bagnole, du Mission Impossible, du Gravity, du Marvel. Et en plus, on essaie de te faire une espèce de drame intimiste, tu vois, sur quelque chose qui s'est passé, la douleur du passé, tu vois, qui revient et tout. Et il n'y a rien de tout ça qui marche. Mis bout à bout, c'est n'importe quoi. Mais oui, c'est n'importe quoi. Je suis d'accord. Pour le coup, quand on est sur l'aspect super-héros, moi en contrepoint, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé. C'est Roman Pierce. Ok, alors pourquoi t'as beaucoup aimé le personnage de Roman Pierce ? Mais j'ai beaucoup aimé la scène où ils arrivent, je sais plus si c'est dans le bunker de Monsieur Personne ou n'importe quel lieu de la Batcave de Dominique Toretto là. C'est la scène où il arrive et il dit les gars, peut-être on est invincible. Moi j'ai beaucoup aimé ça parce que déjà il y a une sorte de truc méta. Un truc méta qui est sympa. Et comme la scène dure un petit peu et que Ludacris rentre un peu dans le délire, moi j'ai été pris dans le truc et je me suis dit putain, ils vont partir en couille et ils vont faire un truc, maintenant on est des super-héros. Il y a quand même un peu l'idée derrière. Ouais, il y a l'idée, mais tu vois, je pensais qu'il allait l'inscrire, tu vois, comme un fait établi à partir de maintenant on est des super-héros. Ça reste un truc comique, mais ça reste un truc comique et à la fin, tu vois, toute cette scène elle s'effondre parce que Ludacris il se fout de sa gueule et voilà, et je trouvais que c'était sympa. C'était sympa, ça permet de se moquer de soi-même, en même temps. Mais je suis d'accord, moi aussi. Et là, je me suis dit, tiens, la saga se moque d'elle-même. Enfin, tu vois, les personnages ont une conscience de ce qu'ils sont à l'intérieur du film. Mais en fait, ça va jamais au-delà de cette vanne-là, quoi. De dire, t'as vu, j'ai pas eu d'égratignure, il l'a dit 2-3 fois dans le film. Ça va jamais au-delà de ça. Mais moi aussi, je trouvais que c'était un petit pas intéressant dans un océan de médiocrité. Du coup, il y a un petit côté Roman Pierce qui prend le rôle un peu du rôle de Perceval, je trouve.
Tu vois, c'est le naïf rigolo, mais qui a plus conscience que les autres du truc. Ouais. Je trouvais que c'était bien foutu. Qui a conscience de son univers et de ce qu'il est à l'intérieur de son univers. Ouais. Mais c'est incroyable parce que c'est touche, justement, ce que tu dis là, c'est intéressant parce que c'est une saga qui, par moment, à travers certaines petites scènes, on dirait qu'elle essaye de s'auto-analyser et essayer de se comprendre elle-même. Et en fait, on a l'impression que même eux, ils comprennent pas ce qui se passe et ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils sont en train de construire. Alors, on va le dire après la troisième partie, là où on verra un peu la saga dans son ensemble, mais c'est-à-dire que c'est difficile justement de savoir qu'est-ce que c'est que cette saga. Bon, oui, il y a les voitures quoi, qui sont une espèce de fil rouge, mais sinon, ça a tellement changé, ça a changé d'acteur principal, ça a changé de style, de genre, de tout. C'est difficile de se dire qu'est-ce que c'est réellement. Qu'est-ce qu'on est en train de raconter quoi réellement de quoi on parle alors on va voir qu'il y a des thématiques quand même qui se retrouvent de film en film, mais c'est difficile quoi de vraiment se dire même pour un scénariste, moi là je suis scénariste sur le 9, je sais pas vraiment quoi mettre en avant pour dire voilà de quoi je parle. Et puis ça y est, en fait il y a tellement de personnages dans Fast and Furious que c'est plus possible de s'y retrouver, même pour quelqu'un qui suit les intrigues et tout. Et puis les personnages qui reviennent. Et les personnages, en plus, tous ceux qui meurent, de Anne, du personnage de Anne. Foiré. C'est n'importe quoi. Foiré totalement. Parce que si jamais il y avait des gens qui étaient vraiment attachés au personnage, ce retour de Anne, le gars il sert à rien du tout. Non, mais là c'est vraiment pour le marché asiatique, à mon avis. C'est uniquement pour ça. Mais ils auraient quand même pu, tu vois, même si tu le penses comme ça, t'en fais quelque chose. Là, le gars. Non. À part moi je me rappelle juste de lui, la scène où il dit coucou, je suis là. En fait, je suis pas mort parce qu'il y a eu un truc, on s'en fout. Au fait, je suis pas mort. Avec des flashbacks. Mais ça, c'est énorme parce que ça dure 10 minutes. On essaye de justifier le fait de pourquoi il est pas mort. En fait, et t'es là, tu dis, mais de toute façon, c'était incompréhensible et on s'en fout. T'as raison, on oublie, on s'en fout. Il y a Michel Rodriguez, il y a machin, tout le monde est là. C'est ça, si le gars il était arrivé en disant, bah vous avez cru que j'étais mort, en fait, non. Ça aurait été drôle. Ah, mais t'avais pas besoin de. Au contraire, ça aurait été mieux. Ça aurait été drôle. Hé les gars, on est vraiment invincibles, tu vois. Tu vois, avec un petit mouvement de la caméra vers Roman Pierce qui dit je le savais, je vous l'avais dit. Mais oui, ça aurait été mieux. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Et on n'a pas besoin, tu vois, là la mythologie comme tu dis comme dit Vin Diesel là-dessus, non. Au contraire, la mythologie, il faudrait s'en moquer en fait pour que ce soit bien. Exactement. Et à propos de Anne, il y a aussi le truc qui m'a saoulé de la meuf qui protège là, plus ou moins on va dire sa fille, même si c'est pas sa fille. Qui en fait, pardon, vas-y, continue. Qui est en fait la clé de l'intrigue. Alors et c'est elle qui peut remboîter les boîtes. Ça, c'est non. Pourquoi? Je sais pas. Mais ça, non, parce que on s'en fout, encore une fois. C'est-à-dire, la meuf, on l'a jamais vue. Elle arrive dans la scène juste pour dire, genre, il nous faut la clé. Bah, c'est elle la clé. Ok, les méchants, ils la prennent. Dans ce cas-là, mais mettez une vraie clé, tu vois. Pourquoi faut que ce soit une meuf? Si c'est un personnage qu'on suit, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Dans Buffy, il y a toute une saison qui est construite autour d'un personnage qui est la clé. Et quand tu apprends à la fin que c'est la clé, c'est une claque. Parce que c'est un personnage auquel tu t'es attaché et en fait, elle est fabriquée pour être une clé. Là, moi j'aurais aimé que la clé ce soit Ludacris, Mia, je ne sais pas qui, tu vois, qu'il y a un vrai truc. Dans ce cas-là, mettez un code secret sur le truc. Non, parce qu'effectivement, c'est un personnage qui débarque de nulle part, en fait, qui est présent peut-être 30 minutes dans le film, tu t'y es pas attaché ni rien, t'apprends que c'est la clé, tu te dis ok, très bien. Tu parlais de personnages fonction, mais c'est même des acteurs fonction. Enfin, c'est même plus des personnages, parce qu'elle, c'est même pas un personnage. Elle ne dit rien, elle fait rien. On sait qu'elle a perdu ses parents, mais on s'en fout. Oui, mais voilà, mais elle a aucune caractéristique qui vient cinématographiquement, tu vois, appuyer quelque chose. Et c'est juste, voilà, tac, on vous met quelqu'un là sur le plateau. Voilà, c'est la clé, lui. On te met une relation un peu classique entre le mec un peu solitaire qui va s'occuper d'une jeune fille orpheline. C'est un truc qu'on a vu 1000 fois. C'est The Last of Us. C'est tout un tas de trucs. Mais là, ils ont aucune relation, les deux. La meuf, elle se bat super bien, on sait pas trop pourquoi. On s'en fout, quoi. Alors, et alors le personnage de Charlize Theron également. Alors elle à mon avis, c'est ça. À mon avis, elle est venue 2 jours. Elle a pris dans un hangar. Dans un hangar parce qu'elle bouge pas du hangar. Elle fait que ça. Elle est dans un hangar pendant 2 jours. Elle a pris 10 millions. Elle s'est cassée. Ah oui, c'est merci beaucoup. Au revoir. Ah oui. Alors autant dans celui d'avant, ok, c'est le méchant principal. Il y a un truc et tout. Là, vraiment, à quoi ça sert?
de l'avoir fait venir là, elle ne sert à rien du tout non plus. Ouais, c'est juste un rappel pour nous dire elle est encore là et faites attention, ça sera la méchante encore dans les prochains. Mais pour dire, il y a, comme tu dis, il y a une mythologie, il y a un truc, tu vois, ça revient, machin, il y a une cohérence, les méchants. Mais non, là, elle sert à rien, elle aurait été pas là, c'était pareil. C'est hallucinant. Et le méchant principal, bon alors lui j'espère qu'il reviendra jamais. Mais c'est ce qu'on disait, hein, c'est comme si c'était devenu un Dallas incontrôlable. Mais tu vois, il y a alors, dans toute la saga, il y a un aspect hyper Dallas. Dallas ou les feux de l'amour. D'ailleurs, je crois que Mia, à la base, c'est une actrice de Dallas. Bah voilà. Mais il y a ce truc où, tu vois, comme dans Dallas, les personnages ils meurent, mais en fait ils reviennent, c'est totalement incohérent. Oui, il y a côté soap en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Dans les soaps, les mecs ils font des trucs hyper graves, ils ont prison à perpétuité, mais 2 mois plus tard ils sont revenus, ils sont morts, mais en fait ils sont pas morts, et on s'en fout parce que dans les soaps on te met ce que tu veux voir, peu importe que ce soit pas cohérent. Et c'est ça qui est cool dans Fast and Furious, c'est que c'est une saga de films qui se permet de faire ça, et j'ai l'impression moi de ne pas l'avoir vu ailleurs que dans Fast and Furious. Cet aspect soap. Mais dans ce cas-là, essaie pas de construire une putain de grande mythologie. Et c'est ce que je dis, c'est ce sérieux, ce sérieux qui n'a aucun sens en fait dans cette intrigue. Ou alors je dis, il faut le faire vraiment quoi. Mais là, c'est toujours un peu à moitié quoi. On est dans un truc un peu bâtard et qui se cherche en termes d'identité. Mais ça, encore une fois, c'est pas que je le déteste ce gars-là, mais c'est la faute en incombe, j'en suis persuadé, à Vin Diesel, qui c'est pas qui se prend trop au sérieux le mec. Les interviews, c'est démentiel. Mais oui. Donc Fast and Furious en général. Ça y est, on passe sur ouais, je sais pas. Enfin, moi, on avait d'autres Non, moi j'ai l'impression d'avoir parlé de toutes les scènes dont je me souvenais en fait. Moi beaucoup plus parce que je m'en souvenais. Non, mais c'est vrai que t'as raison parce que finalement, ce qui ressort de notre conversation, c'est que globalement, c'est bizarre comme truc, c'est vraiment bizarroïde, tu vois. Et on peut se demander la question de pourquoi ça pète toujours le box-office, ces films-là. Qu'est-ce qui fait que Fast and Furious ait un tel succès planétaire, mondial, voilà. Alors, je pense qu'il y a le côté juste esthétique quoi, de la bagnole. Je pense quand même que la voiture fait venir. Quand je disais que mon frère était fan du truc, c'est parce qu'il est fan de bagnole. Donc c'est le premier truc, disons, qu'il a fait venir là. Je pense pas que c'est le truc qui le fasse revenir à chaque fois. Je pense que c'est le truc qui fait venir sur les 3 premiers au moins. Voilà, c'est ou qui peut intéresser les jeunes, tu vois, qui font ça maintenant. Je pense que la bagnole, il y a quand même un côté. Alors là, justement, on parlait de mythologie, de choses comme ça. La mythologie de la bagnole, et en particulier au cinéma, c'est quand même un truc qui attire toi Mais juste ça me fait penser à un truc auquel j'avais pas réfléchi, c'est que la mythologie de la bagnole dans les premiers elle y est parce que il y a tout un truc sur quel type de voiture ils ont qu'on a un peu dans le 5 aussi, à la fois la culture du tuning mais aussi voilà, ils vont comparer leur bagnole et tout. Là dans le 9 non, c'est juste des véhicules. C'est juste des véhicules. C'est juste des trucs. Voilà, alors t'as le véhicule costaud, le véhicule blindé, le puce, le machin, mais c'est juste des véhicules. Et effectivement, dans le premier, dans le 5 aussi, il y a ça. Ils te donnent des marques de bagnoles, ils te disent machin. Il y a des bagnoles qui sont beaucoup plus convoitées que les autres. C'est ça, ils se moquent de la voiture des autres. Exactement. Et les bagnoles deviennent des enjeux. C'est-à-dire tu vas perdre ta voiture ou la gagner en fonction des courses. Donc vraiment, la voiture est au centre non seulement de l'esthétique, mais au centre aussi des enjeux. L'enjeu, c'est la voiture. Et là, effectivement, ça a complètement dévié ailleurs. Donc, déjà, dans un point de vue, pourquoi le succès déjà, l'esthétique voiture, je pense, attire. Après, il y a alors, un truc, après le reste, je sais pas comment vous le voyez. Non, mais c'est vrai, t'as raison. En fait, ça a débarqué au début des années 2000. Et effectivement, fin des années 90, début des années 2000, c'est les voitures qui pétaient dans tous les sens. C'était vraiment la culture tuning. C'est ça. Et du coup, ils ont surfé à fond sur la culture tuning. Moi, je sais pas pourquoi ça marche. Moi, sérieux, je retourne le truc dans tous les sens, les gars. C'est vrai que c'est un truc que tu ne vois. Enfin, même si on peut se dire, ça se rapproche des Marvel en termes de soap, tout ça. Mais il y a un côté n'importe nawak et un côté bizarroïde que tu ne retrouves nulle part ailleurs. C'est pour ça que je te parlais d'un Disneyland ou d'un fast-food du cinéma. C'est tu sais que tu vas voir ce genre de truc et tu sais que tu vas normalement en prendre plein la gueule et que ça va être n'importe quoi. Et donc, je pense que ça participe aussi vraiment au succès de la série. C'est un peu le plaisir coupable du cinéma où on va voir ça parce que ça va péter dans tous les sens. Et ça, je pense que ça joue énormément. Et Vin Diesel à part, je pense que tout le monde le revendique vraiment comme tel. C'est-à-dire, venez, vous allez voir et tout le monde en a conscience, on va voir du film décérébré pour voir du film décérébré. Là où sur du Marvel, tu vois, il peut y avoir toujours ce polissage de non, il y a quand même des thématiques sérieuses, on va parler de ci, on va parler de ça, tout ça. À part Vin Diesel, Fast and Furious, tout le monde a conscience que c'est what the fuck, les gars, tu vois. On s'en bat les couilles. Et je pense qu'il y a le truc, le fameux truc de la famille dans Fast and Furious qui
j'ai l'impression dans la tête de Vin Diesel est un vrai truc sérieux de la mythologie et qui pour tous les autres est presque une blague quoi. Genre c'est la famille. Mais bah oui. Ah, c'est une sorte de running gag du truc. Oui. Non, mais là, alors là, moi je pense que c'est central ce truc-là. Alors, si vraiment on voit les films, pour moi, alors, si on parle de mythologie ou de mythe là-dedans, on va pouvoir parler de plasticité du mythe au niveau de Fast and Furious. Plasticité, c'est-à-dire que on peut le modeler de plein de formes différentes et que justement, à partir de ce truc de voiture, au début, c'était vraiment un mec qui s'infiltrait chez des tuning boys qui braquaient. Enfin, c'est vraiment, c'est même pas le pitch, c'est la structure et les scènes de. Je l'ai plus en tête là. De Paul Walker. Non, du truc de surf là, dans ces tirés. De Point Break. De Point Break, quoi. Et c'est vraiment tout Point Break, mais vraiment exactement, presque au mot près. En tout cas, la scène près, c'est Point Break. Et après, effectivement, c'est à partir du moment où tu mets juste la voiture au centre du truc, c'est hyper plastique et tu peux faire du Ocean Eleven, tu peux faire du Mission Impossible, tu peux faire un peu de super-héros, tu peux faire du over the top, tu peux faire ce que tu veux. Mais moi je pense qu'effectivement, s'il y a vraiment un trait comme ça qui se retrouve de film en film, c'est cette idée de famille. De famille, alors au sens élargi, du coup, parce que les frères, les poteaux, quoi, sont là aussi et font partie de la famille. Ils arrêtent pas de le répéter. Il y a ce mec là qui était là dans le 1, qui revient dans le 5, tu sais, le barbu qui était amoureux de Mia. Oui, qui se fait buter dans le 5 d'ailleurs. Voilà, et qui est toujours en conflit avec Paul Walker, puisque à cause de Mia, machin. Ah oui, putain, j'ai oublié. Ouais. Et lui, quand il revient dans le 5 et tout, à chaque fois, Toretto, il arrête pas de lui dire c'est la famille, tu vois. C'est bon, il vient, machin, on est là pour la famille, etc. Et à chaque fois, quasiment, pas tous les films, mais il y a beaucoup de films qui se terminent souvent par des barbecues, par tout des le temps, trucs. Quasi systématiquement. Et on dirait le banquet d'Astérix, quoi. Tu vois, ils ont voyagé un peu partout, ils ont fait plein de trucs, et puis on revient au fondamental. C'est-à-dire, parce que c'est un film mondialiste aussi, Fast and Furious, enfin une saga mondialiste. Et on a beau avoir été partout, avoir fait n'importe quoi dans l'espace, au Congo, où tu veux, hop, on se retrouve quand même dans la banlieue de Los Angeles, autour d'un barbecue avec des Corona, et là c'est la famille qui est là, quoi. Et avec et sur le profil aussi des gens qui composent cette famille-là, je pense qu'un truc qui plaît beaucoup, finalement, Fast and Furious, c'est le multiculturalisme, tu vois. C'est-à-dire que dans la famille, t'as des noirs, t'as des latinos, t'as des blancs, etc. Et ce truc-là, ça plaît énormément. Ouais, mais je trouve que dans Fast and Furious, contrairement à d'autres films, ça fait pas trop truc forcé parce que c'était là dès le début en plus. Oui. C'était dès le début ancré dans une culture un peu plus latino, avec un peu des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir au cinéma, donc je trouve que sur ce point-là, je dis pas que c'est illégitime, je dis pas que c'est mercantile ou quoi, mais ça pourrait l'être. Ça pourrait être un truc où on a des quotas, on met des quotas, quoi. Mais dans ce qui explique le succès, le fait qu'on ait ce multiculturalisme très présent à l'écran, explique que chacun y trouve son compte et puis que ça peut être une bonne vision aussi de la société, quoi. Et juste, sur l'aspect famille, je voulais ajouter, c'est aussi cette force d'agrégation où même des mecs qui sont des antagonistes. Oui, l'effet Sangoku là quand même. Oui, voilà, Moi, on a bien fraîche, les gars. Ah, merci Louisette. Merci Louisette, ça fait plaisir. Et donc il y a cette évolution dans la saga qui est quand même qui est branchée en fait sur son époque. C'est aussi peut-être quelque chose qui est intéressant là-dedans, c'est de voir une représentation de son époque dans la saga, et avec donc une représentation féminine qui démarre comme des femmes objets qui sont uniquement là comme des trophées, ou alors c'est juste les femmes, vous savez, qui donnent le départ dans les courses, et avec pareil des plans sur le cul, sur machin. Il y a même un truc hallucinant, je crois que c'est dans le 4, où il y a un petit logiciel qui donne le parcours de la course de voiture. Et le petit logiciel, il intègre des femmes à moitié à poil. Non mais je te jure, pour donner le départ et pour donner l'arrivée. Mais dans le logiciel, tu vois. Là, on est vraiment dans une culture tuning un peu. Oui, on est quand même dans un truc années là 90. Complètement. Et donc qui a été gardé quand même pendant plusieurs films et qui effectivement, je suis d'accord, se délite dans les derniers films, et où on a une représentation féminine qui est un peu plus badass, un peu plus normalisée aussi. Et d'ailleurs dans ce que tu disais, je trouve ça intéressant parce qu'il y a une scène de voiture, du coup un flashback où on a la course entre Dominic Toretto et son frère, et on a une nana au milieu qui va faire le départ de la course. Et bien elle est vêtue, tu vois, elle est pas du tout sexualisée en tant qu'objet, tout ça, et je trouve que là on a effectivement la déconstruction totale de ce truc là.
Oui, c'est-à-dire les personnages féminins deviennent aussi nuls que les personnages masculins. Avant, elles servaient à rien. C'était vraiment des fêtes où elles avaient toutes le même corps, qui était encore fantasmatique, masculin. Pas des personnages, c'était des figurants. Exactement. Et elles étaient vues que comme ça. Ou alors, t'avais un peu le côté garçon manqué de Michelle Rodriguez dans le premier, tu vois. Et si elle conduisait une voiture, c'est parce qu'elle était quand même un petit peu garçon manqué là-dessus. Ouais. Ou alors dans le 2, on a le personnage de Suki. Oui. Voilà. Et là, c'est l'inverse presque. Qui est hyper kawaii, voiture girly, etc. Mais qui se prend des remarques sexistes. Exactement. tout le temps. Et c'est vraiment hallucinant comment sont représentées les femmes au début. Et là, on a quand même des personnages plus complexes qui servent pas que à montrer leur face, leur sein. Et je regardais le 4 là aujourd'hui, et c'est pareil, le premier truc de Michelle Rodriguez, elle est avec un décolleté énorme pour faire un casse, avec du rouge à lèvres, avec des plans qui montrent bien ses formes, etc., où elle va être à quatre pattes, où on va bien voir sa poitrine, etc., et qui sont plus du tout des plans qui existent dans le 9. Donc il y a vraiment comme ça une évolution quand même de la saga, qu'elle soit consciente ou pas, de la représentation de certaines catégories de la population. Et à contrario de ça, il y a toute une autre catégorie de la population qui est, alors là c'est même pas invisible, c'est qu'elle n'existe pas dans l'univers de Fast and Furious, qui est l'homosexualité masculine, parce que là, ça irait à l'encontre de codes un peu virils, du macho avec sa voiture, du bro, etc. Donc il y a des grosses amitiés masculines, mais par contre, on va surtout pas parler d'homosexualité. Il n'y a pas un seul personnage homosexuel, et là aussi c'est quand même assez hallucinant. Alors on est dans une saga qui est mondiale, où il n'y a pas de frontières, où on passe d'un pays à l'autre, où justement les frontières on les voit jamais, voit jamais passer d'un pays à l'autre, c'est tout le temps, on a une espèce de village global, on a une espèce de multiculturalisme, multiethnique à tous les niveaux. Les femmes sont de mieux en mieux représentées, mais les homosexuels n'existent pas dans le monde de Fast and Furious. Donc elle est quand même intéressante cette saga dans ce qu'elle montre aussi de la représentation, dans ce qu'elle montre des dominations, dans ce qu'elle montre de... dans ce qu'elle choisit de récupérer ou pas. C'est ça, qu'est-ce qu'elle choisit de récupérer ou pas, sans que ce soit sans doute totalement conscient des scénaristes, mais où ils se disent, vu notre public, vu ce qu'on raconte, comment est-ce qu'on va représenter les femmes, est-ce qu'on met des homos, comment est-ce qu'on représente les hommes, etc. Et il y a quand même des choses qui se disent du milieu du milieu dans lequel tous ces personnages évoluent, et de la manière dont quand même on va le recevoir. C'est une saga qui a plus de 20 ans. Mais c'est assez bizarre parce qu'au final, du coup, on se retrouve avec une saga viriliste, progressiste, féministe, tu vois, qui devient un peu plus. Alors, quand je dis féministe, attention. Mais en tout cas, une saga féministe. Non, mais quand même, t'as toute une scène avec Michelle Rodriguez badass sur une moto, tu vois, un truc inconcevable avant ce film-là. Et du coup, t'es là, tu dis ça veut parler à la fois à ces gens-là, ça veut parler à ces gens-là, ça veut parler à ces gens-là, et c'est assez drôle de voir ce micmac. Mais parce que ça garde une frange assez conservatrice quand même, tu vois. La fin du repas avec le bénédicité, etc. Exactement. Ça aussi, c'est une thématique qui est quand même très forte. Il faut pas oublier la croix de Vin Diesel en permanence. C'était ça dont j'avais parlé, c'est-à-dire la croix qui représente d'abord son amour pour Michelle Rodriguez, il lui donne, etc. Et là, on voit que c'est son père qui lui a donné, mais c'est une croix chrétienne. Et effectivement, la phrase qui revient à chaque épisode, c'est qui dit les bénédicités. Donc il y a quand même un aspect moral qui est là. C'est des voyous qui vont faire des casses en voiture, etc. Ah oui, mais par contre, moralement, ils sont irréprochables. Exactement. Moralement, ils sont irréprochables. La famille, c'est la famille. On trahit pas sa famille, c'est le truc de base. Et donc il y a de la famille, la chrétienté. Les femmes, alors au début des trophées, maintenant des personnages comme les autres, mais là aussi, alors est-ce que c'est en lien avec cette culture un peu chrétienne, un peu traditionnelle, etc. Mais l'homosexualité n'a pas lieu. Je pense c'est à la fois ça et le tuning, milieu virilisme. Complètement. Les deux s'accordent sur ça. Mais du coup, ça fait un mélange très chelou. Où on essaye d'être progressiste, notamment au niveau toutes les ethnies sont représentées, etc. On essaie d'être progressiste au niveau des femmes, on essaie de montrer une morale chrétienne. Et puis à côté de ça, alors la progressisme au niveau des homos, non, là on va pas aller jusque là. Donc ça crée un mélange comme ça qui est un peu étrange, quoi. Ouais, c'est aussi ce que je disais quand je disais que Fast and Furious ça devient ce produit un peu bizarroïde. C'est vrai que ça devient un peu ce mélange et ces touches de couleurs, de choses qu'on prend à droite, à gauche, et puis au final tout combiné, ça te fait un truc
hyper étrange. Et ça crée un monde qui n'est pas exactement le nôtre, quoi. Là où on essaie quand même de coller à des choses du nôtre, mais avec des choses totalement ahurissantes à côté. Et là juste, j'ai pensé à ça, aux bénédicités. Donc c'est dans le 9, c'est le fils de Dominique Toretto qui est aussi, enfin l'acteur, c'est le fils de Vin Diesel. Je savais pas. Moi non plus. C'est vraiment son acteur. C'est vraiment son fils. Moi aussi, tu vois, je mélange tout. Je sais plus. Comme la saga. Quand tu vas chercher ton fils, c'est pas le premier à le faire, mais il y a un petit côté, qui va dire le bénédicité. Et ce fils s'appelle Brian en hommage à Brian O'Connor, qui dans la série n'est pas du tout mort, mais on fait quand même un hommage. What the fuck. Il est pas là, il garde les gosses pendant que sa femme elle conduit des voitures. Donc bon, là aussi c'est un truc qu'il pourrait pas scénaristiquement, je pense qu'il n'aurait pas fait de cette manière-là. C'est lui qui garde les gosses pendant que elle fait les casses et les trucs en bagnole, quoi. C'est vrai. Voilà. Donc voilà. Mais ça crée effectivement cet objet, quand il est mis de plastique, c'est ça, quoi. C'est un truc qui est un amalgame de tout un tas de choses, de l'époque, des représentations, des visions différentes. Et c'est un monde un petit peu à part où tout tourne autour de la voiture et de Vin Diesel. Essentiellement le Saint-Père de toute cette mythologie-là. Et du barbecue Corona. D'ailleurs. Ah oui, et en parlant de barbecue Corona, les gars, je vois que Louisette a terminé les saucisses merguez là, et moi j'ai envie de me régaler, quoi. Parce que chez nous, c'est les femmes à la cuisine qui font le barbecue et les hommes qui discutent. On y va du coup ? Allez, on va se prendre une Corona et au barbecue avec Louise. Allez, c'est parti. Bon alors ciao à tous les auditeurs quand même. Salut. Salut à tous. Ciao. Ciao. Ah putain, il y a du ketchup partout. Vas-y, ça m'a saoulé. Ah, j'en ai marre de ce barbecue là.